Vous êtes sur WeDoBiz et vous avez raison. Complètement raison, surtout pour l'émission qui va suivre. On retrouve tout de suite un entrepreneur qui est en pleine hypercroissance. Je crois, la dernière fois que je l'ai vu, qu'il était à 1 million ou 1,5 million de chiffre d'affaires par mois. On dit simplement son prénom car derrière votre écran, vous allez devoir deviner son activité. Paulin Pasco. Salut Paulin. Bonjour. Oui, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, tu peux prendre une craie. Là, dans le mug, juste à ta gauche. Te préparer pour le Pitchionary. 30 secondes pour dessiner ton pitch. C'est parti. Dans le public, vous pouvez deviner. J'entends un arbre. Un épi de blé. Ah, bon, voilà. Épi de blé, ça en là. 3 épis de blé. 4 épis de blé. Alors, des céréales, non? Paulin est un entrepreneur très précis. C'est une soucoupe volante au-dessus? Non. C'est une voiture. Non, au-dessus des épis. C'est le premier chauffeur privé pour truc de blé. Tracteur, j'entends dans le public. Mathilde, tu peux te balader avec un micro si tu veux. Du transport de marchandises pour les agriculteurs. C'est un agriculteur. Est-ce que le public a envie de participer? N'hésitez pas. L'amour est dans le pré. pré. Mais bien sûr. Mais Les agriculteurs. Ah, des sandwichs. c'est une plateforme. www.com. Et entre les deux, entre les 3W et le .com, c'est Agriconomie. Paulin, je te remercie. quelle Tu peux fausse venir modestie. prendre place En face de nous. face à nous. Paulin Agriconomie, alors, on a le plaisir de te voir depuis quelques années. Ça a littéralement explosé. Littéralement explosé, je sais pas, mais on a eu une croissance très forte. On est passé de 3 copains entrepreneurs et fils et petits-fils d'agriculteurs à presque 100 collaborateurs aujourd'hui qui servent les agriculteurs à travers la France. Donc tu l'as bien dessiné, hein, c'est un site internet marchand qui propose finalement n'importe quoi de ce que peut avoir besoin un entrepreneur. Un L'idée est agriculteur. simple. Agriconomie, c'est une plateforme en ligne qui aide les agriculteurs à mieux acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc on les aide à mieux acheter leurs semences, leurs pièces détachées, la nutrition pour leurs animaux, le fuel pour leurs tracteurs, tout ça en ligne. Et l'idée, c'est de les aider à gagner du temps, mais aussi à économiser de l'argent, parce qu'on va aller chercher les meilleures offres et les meilleurs fournisseurs pour eux, et les livrer directement dans leur ferme. Mais je crois que Thomas a fait un lapsus, mais c'est une bonne idée en fait, parce que pour toi, l'agriculteur, c'est un entrepreneur en fait. Vous pariez là-dessus. C'est pas que pour moi, l'agriculteur, c'est un entrepreneur. C'est un céréal entrepreneur qui doit gérer Céréales sa entrepreneur, ferme. Est une... c'est facile. La belle blague. Donc voilà, l'exploitation agricole, c'est une entreprise à part entière. Donc l'agriculteur doit être bon financier, bon comptable, bon manager, savoir gérer la mécanique, l'agronomie, être un bon commercial. Donc c'est un vrai céréal entrepreneur, l'agriculteur. C'est un entrepreneur, car déjà que les entrepreneurs parfois galèrent, ils galèrent encore un peu plus. Comme tout entrepreneur, on fait face aujourd'hui à une concurrence qui est de plus en plus accrue. L'agriculteur notamment avec des éléments extérieurs et une concurrence internationale de plus en plus forte, avec des charges de structure très élevées en France. Donc voilà, l'agriculteur doit se poser tout un tas de questions, doit être aujourd'hui accompagné notamment par l'État, qui doit trouver des solutions pour que les entrepreneurs agriculteurs puissent agir plus facilement sur leur ferme et améliorer leurs revenus tout en améliorant la rentabilité de leur exploitation. Hein, on va reparler de ta boîte à toi. Comment on passe de 0 € à 1 million et quelques? C'est toujours 1 million et quelques par mois, tu sais. Là, on va faire 30 millions de chiffre d'affaires cette année. Ouais, donc un peu Bravo. plus de 2 millions par mois. Comment on passe de 0 à 2 millions? Il faut satisfaire ses clients déjà. Donc il faut bien écouter ses clients, aller à leur rencontre pour trouver ce qui va les satisfaire et ce qui va répondre à un caillou dans leurs chaussures. Et c'est ce qu'on a fait chez Agriconomie. On est constamment auprès de nos clients pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin et on adapte notre offre à ce qu'ils souhaitent. Et vraiment, l'idée de départ, c'était apporter une vraie transparence et un vrai service simple aux agriculteurs pour qu'ils puissent acheter à n'importe quel moment, n'importe quel produit, au meilleur prix et en toute transparence. Et donc voilà, il faut continuer à écouter son client pour adapter son offre au fur et à mesure. C'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut réussir à recruter des vrais talents qui vont permettre de faire croître l'entreprise. Donc pour moi, il y a 2 sujets qui sont extrêmement importants dans la croissance. C'est bien écouter ses clients et rester plus proche possible de ses clients et recruter des talents qui vont permettre à l'entreprise de continuer à grossir.
Bon, j'ai peut-être une dernière question avant d'accueillir le reste de la table ronde. Beaucoup des gens qui nous suivent te connaissent, peut-être pas tous. Moi, j'ai envie de comprendre le pourquoi. Pourquoi tu as créé cette plateforme? Pourquoi Agriconomie, l'agriculture? Quel est ton parcours? Il s'avère que mon grand-père a été ouvrier agricole pendant très longtemps. Donc j'ai un oncle qui est également agriculteur. Et j'ai rencontré mon associé qui est Clément Lefourny, 5e génération d'agriculteur, qui est né à la ferme et qui était le premier diplômé de mon école de commerce avec un bac agricole. Donc on s'est tout de suite dit qu'il y avait un truc à faire dans ce secteur. J'étais très porté sur le digital, lui très porté sur l'agricole. Et on a un 3e cofondateur qui s'appelle Dean Nguyen, qui est lui fils de viticulteur, donc qui comprend tous les sujets agricoles également, et qui est ingénieur informatique. En fait, nos 3 compétences affiliées ont fait naître Agriconomie. Une belle fusion. Mais, du coup, c'est sur ces belles paroles, je crois que je vais te laisser ma place. Ça marche, oui. Paulin, tu voulais échanger avec d'autres entrepreneurs. Merci Hélène. Merci, Paulin, Thomas. tu vas Merci, venir à Hélène. côté de moi. Je le disais, viens ici. Paulin, tu voulais échanger avec d'autres entrepreneurs et tu nous as concocté une petite table ronde. On va les accueillir les uns après les autres. Si Florian veut faire le premier pas, tu as compris le principe. Bienvenue Florian. Tu as les craies qui sont juste dans ce mug. Je le rappelle, derrière votre écran, dans le public, vous pouvez tâcher de deviner. Il y a un micro qui se balade. Alors, une porte, un immeuble. Encore un site internet. Sous format A4. C'est le premier site internet en format A4. Toi, tu sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait. Mais sa femme m'a toujours dit qu'il est très mauvais avec ses mains. Tracteur. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à tout Ça lire. commence à charrier. Ça met en relation. Plateforme de mise en relation, j'entends par là. Ça met en relation. Tu peux hocher la tête, dire on est chaud, on est froid. Bien sûr De la que ça mise met en relation pour faire des économies peut-être? Alors, il y a une histoire d'argent. Oui. Il y a une histoire. Est-ce que c'est encore un tracteur? Oui, c'est un tracteur. Ok. Oui, c'est un tracteur. On est full agritech du coup. De la Location entre location agriculteurs. Tu finances des Cher public, agriculteurs. vous êtes nombreux, Tu finances des allez-y, projets agricoles. participez. Tu es donc normalement, si mes notes sont bonnes, Florian Breton, président et fondateur de Mimosa. Tu peux prendre le micro, un siège. Tiens, va là-bas, comme ça on va se regrouper les uns. Avant qu'on accueille les autres, en 30 secondes, le pitch de Mimosa. Alors Mimosa est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. C'est une plateforme que j'ai lancée il y a tout juste 4 ans, donc début 2015. En l'espace de 4 ans, on s'est imposé comme un leader européen parce qu'on est présent aussi en Belgique. On a développé plusieurs offres de financement pour les agriculteurs, ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature qui permet de lever jusqu'à 70 000 €, le prêt participatif où là directement les agriculteurs empruntent auprès du grand public dans la limite de 200 000 €. Et désormais, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Mimosa Transition, donc exclusivement dédié à des projets de transition agricole, alimentaire et énergétique, dans la limite d'1 million d'euros, donc pour les agriculteurs toujours. Bon, j'avais pas prévu une relance, mais du coup aujourd'hui dans ton secteur, pour être leader européen, il faut France et Belgique. Il faut France et Belgique, exactement. Et si on voulait faire les marioles, avec 2000 projets quasiment accompagnés en 4 ans, on pourrait même se prétendre leader mondial sur cette thématique. Bon, on va parler du développement juste après. Je vous propose d'accueillir Philippe. Philippe, si tu veux faire un pas, alors je te propose de ne pas t'agenouiller pour finir dessin. Tu as de quoi effacer. J'en profite tant que Philippe nettoie le tableau pour vous dire que si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous avez envie de venir pitcher votre business, à la fin de cette table ronde, vous pouvez. Il vous donne l'exemple, là, maintenant, tout de suite. N'hésitez pas à venir prendre la craie. Alors, il n'y a pas de caméra sur Mathilde, mais c'est Mathilde qui parlait. Allez. Philippe, c'est parti. Un Non, pas tracteur. encore un tracteur. C'est pas... En tout cas, c'est un plus beau tracteur, si c'est un tracteur. C'est encore un tracteur? Moissonneuse-batteuse. Une C'est moissonneuse Nancy C'est batteuse. ça. On sent les spécialistes. D'ailleurs, c'est pas le modèle A420 de la dernière moissonneuse. 500 000 €. Un pilote de tracteur. Un agriculteur. C'est un site de rencontre entre moissonneuse batteuse et agriculteurs. Alors, t'as pas de micro, hein, donc pas le droit de parler. Location de matériel. J'entends derrière. location de matériel. Pas de- Alors, bah, écoute, je te propose de venir t'installer, d'emprunter le micro à Florian et de nous raconter, a priori, donc Philippe Fournier, fondateur de Linkin Farm. Exactement. Donc Linkin Farm, c'est une plateforme de mise en relation entre les agriculteurs d'un côté, c'est donc ceux que j'ai symbolisés à droite,
et les entrepreneurs de travaux agricoles, ils sont 14 000 en France, que j'ai symbolisé à gauche. Les agriculteurs sur l'exploitation doivent gérer absolument leurs charges. Une des plus grosses charges, ce sont les charges de mécanisation, c'est-à-dire les tracteurs, les outils, etc. et leur utilisation. D'accord ? Aujourd'hui, pour qu'ils puissent faire des économies, ils devraient appeler plus systématiquement et plus facilement les entrepreneurs de travaux agricoles qui existent aujourd'hui, mais ils n'ont pas forcément l'habitude ni les moyens de les appeler facilement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une ETA? Alors, une ETA, c'est un entrepreneur de travaux agricoles. Initialement, c'était quelqu'un qui avait une exploitation et qui avait des machines relativement grosses. Et petit à petit, il s'est mis à faire de la prestation de travaux agricoles pour d'autres agriculteurs. Parce qu'une ensileuse, comme j'ai dessiné, pas très bien, on pourrait croire que c'est une batteuse, c'est une machine qui vaut entre 350 et 450 000 euros. Donc, ouais, exactement. Et on peut avoir des machines qui sont encore plus chères. Si par exemple vous prenez des arracheuses à betteraves ou des équipements comme ça, on peut monter jusqu'à 800 000 euros pour certaines machines. Donc là, il faut faire appel à quelqu'un qui est équipé avec cette machine-là. Et lui, il va vous facturer seulement un prix à l'hectare qui est le plus compétitif possible. En sachant que je crois qu'aujourd'hui, je vais parler sous votre contrôle, hein, c'est pas un secteur que je maîtrise parfaitement, mais les agriculteurs, il y en a beaucoup qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est peut-être un sujet aussi de mieux rentabiliser leur boîte avec des projets comme... C'est exactement ça. Aujourd'hui, beaucoup d'exploitations ont un résultat d'exploitation qui est équivalent à 0, voire négatif. Pour vous donner un ordre d'idée, avec nos Mais c'est beau nos tous solutions. ces bénévoles en France. Ouais. C'est un grand C'est thème. triste, mais c'est beau. C'est triste, ouais. Et nous, avec notre solution, c'est de leur dire vous pouvez économiser de 50 à 70 euros de l'hectare. Et au-delà de faire des économies sur leur charge de mécanisation, ils peuvent aussi faire des économies sur les intrants. Parce qu'ils ont des machines qui sont plus au goût du jour. Donc, ils vont semer à la bonne profondeur, à la bonne densité. Ils vont utiliser la bonne quantité d'engrais. Ils vont pouvoir faire intervenir un drone et faire de la modulation de dose, etc., etc. Je te propose, parce qu'on va continuer de parler tous ensemble, mais il manque encore quelques personnes. Je vous propose d'accueillir Jérôme. Jérôme, fais un pas. Jérôme. A compris. Bonjour Allez, Jérôme. on applaudit Jérôme, c'est On vrai, ça, l'applaudit. on a applaudi personne, mais applaudissons Jérôme. Jérôme est venu avec son public. La mère, la meuf qui a rien compris, sauf que c'est l'agriculture. La mère, c'est encore de l'agriculture. Une fourche. Encore une fourche. Paolin, après tu vas nous Un expliquer site ton à choix. 4. Une appli. Une appli. Téléphone. Plutôt un capteur. N'hésitez pas, si vous avez des idées dans le public, criez-la. Alors là, j'en appelle au preuve. Vous aussi, vous pouvez jouer. Hein. J'en C'est un appelle. Tamagotchi, ça. Tu peux jouer à nourrir ton agriculteur au quotidien. Des capteurs dans les champs qui sont reliés à une application. Non, mais genre, vous Très, n'aviez très pas fort. l'info, mais fais pas Je genre. vous jure. Mais vous dessinez super bien, Bon, bah. hyper inspiré, Alors, Émilie. soit tu dessines super bien, soit certains avaient un peu plus d'infos que moi. En tout cas, j'ai tout écrit là. Tu es Jérôme Leroy, fondateur de Winat. Je te propose de faire un vrai pitch avec des mots. Voilà, donc chez Winat, on propose une application mobile à tous les agriculteurs en France, en Europe et dans le monde. Cette application, elle est reliée à des réseaux de capteurs, des capteurs qu'on fabrique, qu'on industrialise et qu'on vend, qu'on met dans les parcelles, qui mesurent des données de l'air, des données de la plante, des données du sol et qui permettent à l'agriculteur, du matin jusqu'au soir, du semis jusqu'à la récolte, d'optimiser des décisions quotidiennes pour économiser de l'eau, économiser du temps, économiser des ressources. Et alors, est-ce que toi, tu es leader européen ? Ah non, en tout cas je suis bien parti, mais je le dis pas tout fort, mais en tout cas je suis bien parti pour devenir un acteur important au niveau européen. Pourquoi, alors, rapidement, vraiment, je voulais pas reposer des questions aussi, mais pourquoi tu le dis pas fort ? Non, je peux le dire que c'est une ambition, mais je le dis pas parce que j'ai pas les statistiques pour le dire. Mon ambition, c'est de connecter plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs à mon application et de leur proposer un service rentable pour leur permettre d'optimiser leurs interventions. Eh ben, c'est sur cette intervention qu'on appelle tout de suite au tableau Smith Boulet. Smith, qui est venu également avec son public. Smith, tu as l'écran ici. Tu Et peux de d'abord quoi effacer effacer le dessin. également. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez venir pitcher, c'est dans 20 minutes ici même. N'hésitez pas, regardez, ils osent, ils dessinent, faites paille. Allez, c'est parti. Une machine agricole, un agriculteur, une fourche. Non, j'essaye, hein, voilà, avant. Une balançoire. Je crois que c'est pas dans l'agriculture pour une fois. Je sais pas. Tu peux très bien faire sécher tes affaires. Un dressing. Un dressing. J'entends dressing dans le public.
Il n'y avait pas un micro qui tournait? Échanger des vêtements. Il n'y a que des fans dans le public qui le connaissent déjà. Alors, c'est un homme qui se demande qu'est-ce histoire qu'il de va vêtements, porter mais- aujourd'hui. On dit une histoire de vêtements dans le public. Oui, non, on se rapproche ou pas? Oui. Ok. Ah. Alors, donc Smith Pour sécher Boulet son linge. Tonguier, pardon, j'ai pas dit tout ton nom tout à l'heure, président de la draft. Je te propose de t'installer. Alors, ouais, là, on va pouvoir rendre les micros à tout le monde. On va les partager. Le pitch, en quelques mots, Alors, de la draft. La draft est d'un constat, le constat qu'on achète énormément de vêtements et qu'on les porte très peu. Donc la draft est une solution pour permettre à tout un chacun de pouvoir reporter ses vêtements qu'on aimerait pouvoir porter. Rapproche un peu le micro, ouais. L'idée, c'est de retravailler les vêtements qu'on a dans nos armoires pour en faire des vêtements nouveaux, personnalisés et uniques. Donc moi, j'ai des vêtements. Ouais, Voilà. enfin, ça se voit. C'est typiquement Effectivement, les comme tout le émissions monde. nues. Ça fait Comme plus tout le monde, d'audience, ouais. mais c'est un peu moins entrepreneur. Tu me permets, je te les envoie, t'en refais autre chose. C'est ça, en fait. On vient chez toi, on prend tes mesures, on t'accompagne, on discute ensemble sur le travail de ton vêtement. C'est-à-dire que ta pièce redevient une nouvelle pièce unique et en fonction de tes goûts et de la draft également, de goût de la draft. Paulin, ceux qui nous regardent maintenant ne comprennent plus ce casting. Moi, à un moment, je croyais qu'on parlait de croissance. Finalement, je me suis dit, en voyant des tracteurs partout, qu'on parle d'agritech. Et là, alors, on a du recyclage. Exactement. Je pense qu'il y aura un point commun, c'est que vous êtes tous entrepreneurs, mais je vais te laisser expliquer ce beau panel que tu nous proposes aujourd'hui. Bah déjà, vu que tu es très sympa, je voulais ramener des entrepreneurs très sympas. Donc tu as déjà un panel d'entrepreneurs successful et vraiment très sympa. Et on avait la thématique de croissance qu'on voulait aborder ensemble. Donc on a 2 entreprises qui sont maintenant leaders européennes pour certaines et presque leaders européennes pour d'autres. Donc Et Liquid on a- Farm et Mimosa. On a Mimosa et Winat qui sont des leaders presque incontestés en Europe. Et on a 2 entreprises qui sont en phase de développement très fort avec Linking Farm qui est en train d'accélérer sa croissance fortement. C'est exactement la même chose pour la draft. Donc je trouvais que c'était intéressant de confronter les périodes de la vie d'entrepreneur et qu'on puisse échanger sur ces thématiques de croissance avec des entrepreneurs qui sont en phase d'hypercroissance et d'autres qui ont vécu les premières phases de l'hypercroissance. Alors on dit que l'hypercroissance, c'est un problème de riches, mais que c'est quand même des problèmes. Qui les vit, ces fameux problèmes de l'hypercroissance? Alors, ne vous bousculez pas pour répondre à mes questions. Quand personne veut répondre, je t'oblige à répondre. Oui. Jérôme. Oui, bah donc l'hypercroissance, c'est quoi? C'est multiplier son chiffre, son nombre d'abonnés par 2, par 3 tous les ans depuis 3 ans. Donc c'est de la récurrence dans de la croissance. Ça nécessite des nouveaux talents, ça nécessite des nouvelles process au sein de l'entreprise. Donc c'est des problèmes à la fois techniques, économiques, mais aussi la gestion des clients, la gestion de la satisfaction, la gestion de l'insatisfaction et comment passer à l'échelle. Ce qu'on est en train de vivre chez Winat depuis maintenant 3 ans. En gros, tu parles de sujets RH, de recrutement. Tu parles de structurer tes process pour pouvoir absorber ton hypercroissance. Et un sujet qui reste extrêmement important également pour les boîtes en hypercroissance, c'est le cash. C'est la gestion des finances, du BFR notamment pour certaines entreprises, mais comment bien gérer ses finances pendant cette hypercroissance. Mais tu as sûrement beaucoup d'exemples, Florian. Ouais, ben en fait, je rebondis et en même temps, je cautionne totalement ce que tu dis. Le défi RH, c'est le premier, parce que forcément, au début, moi, personnellement, je me suis lancé, j'étais seul avec 2 stagiaires. Dès qu'on réalise une ouverture de capital et une première augmentation, puis une deuxième, puis une troisième, finalement, on a une ambition qui grandit, on staff, on a un désir et une ambition d'exécution extrêmement forte. Donc, le premier des enjeux, c'est l'enjeu RH. Donc RH, c'est ne pas sous-dimensionner ni surdimensionner déjà l'équipe. Deuxièmement, c'est recruter les bonnes personnes aux bons endroits. Et troisièmement, les process. Ensuite, il y a l'exécution qui est très importante et la partie financière. Comme ça a l'air Nous, on est super. dans La des question, modèles en c'est comment? plus. On est dans des modèles où le BFR est important. On est sur des BFR négatifs. Donc typiquement, on a un coût d'acquisition qui est largement supérieur dans un premier temps, mensuellement, aux revenus générés mensuellement. Donc ça demande des investissements humains et financiers qui sont très lourds dès le départ en phase d'amorçage et d'accélération d'activité, qui portent leurs fruits au bout de quelques mois, voire de quelques années, après quelques années. Donc RH, exécution et finance, les 3 nerfs selon moi de la guerre, et en tout cas pour remplir le défi de l'hypercroissance dans une activité. Et toi, Philippe, qui commence à vivre cette hypercroissance, comment est-ce que tu as structuré ton activité, tes équipes, ton entreprise ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas encore changé de dimension, on est toujours avec la même équipe, mais ce que je peux rajouter au point qui était là, c'est qu'il faut être capable aussi d'emmener tout le monde avec soi. Même en ayant la même équipe, quand on redirige légèrement l'entreprise et qu'on s'attaque à un nouveau secteur, il faut embarquer tout le monde avec soi et être capable de s'assurer que tout le monde a bien compris les nouveaux enjeux et que si on faisait ce changement de direction, c'est parce qu'il y avait une bonne raison et voilà pourquoi on le fait, voilà comment on le fait pour emmener tout le monde. Et Smith, vous, je connais un petit peu ton entreprise. Vous avez, pour accélérer votre croissance, réussi à convaincre des équipes de travailler avec vous, des ateliers de couture en France, à travers la France, mais également convaincu des célébrités de vous suivre, de porter vos habits. Comment est-ce que vous faites l'acquisition des clients qui vous permettent d'accélérer votre croissance? L'idée de la draft est vraiment basée sur des valeurs, c'est-à-dire les valeurs à la fois environnementales et sociales également. Partant de ce postulat-là, on est parti en quête de couturiers et de tailleurs qui correspondaient vraiment à nos idées. En l'occurrence, on est situé nous dans le 18e arrondissement de Paris et on travaille avec des ateliers vraiment locaux, c'est-à-dire nos voisins, les couturiers et les petits retoucheurs qui travaillent à côté de chez nous. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler localement. Et également, pour les personnalités, il fallait trouver des personnalités qui correspondent aussi à ces critères-là, avec les mêmes valeurs que la draft. Il suffit d'aller les voir et de leur parler de tes valeurs, il faut leur vendre du rêve, il faut leur vendre un projet de dingue, il faut avoir un peu d'ambition, j'imagine. Effectivement. C'est pas s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Non, effectivement. Il faut déjà avoir une très bonne image de marque. L'image de marque est très importante, surtout dans le milieu de la mode. Et au-delà de ça, nous, on a le côté environnemental qui nous aide pas mal aussi parce que on s'est aperçu que beaucoup plus de consommateurs de vêtements sont intéressés par ces questions éthiques. C'est un sujet crucial pour l'environnement et pour la France. Il faut savoir qu'on jette, et tu me reprends, je parle sous ton chef, Smith, on jette l'équivalent de 4 tours Eiffel de vêtements par an. C'est 40 tours Eiffel par an, c'est ça. Ça représente 470 000 tonnes de vêtements qui sont jetés par an en France. Hein. Ce matin, on parlait du gaspillage alimentaire. Je ne savais pas pour le gaspillage vestimentaire. C'est la même chose, effectivement. Et donc, c'est pour ça que la draft est une solution qui permet de pallier à ce problème-là. Tu parlais tout à l'heure, Paulin, de la question de l'acquisition. Toi, tu es en ligne. Qui est purement en ligne? Toi aussi. Là, c'est hybride et là, c'est totalement en ligne. C'est ça. Notamment sur le online, la question de l'acquisition et ensuite de la rétention. Comment on va la chercher? Comment on tire son épingle du jeu? C'est pas comme dans la rue où on a son bon emplacement. Maintenant, sur Internet, il faut aller chercher l'emplacement et il faut ramener les clients jusqu'à sa porte. Quels conseils on peut donner aux entrepreneurs là, qui nous regardent? Alors c'est difficile de donner un conseil généralisé parce que chaque business est finalement différent. Et tu peux parler de manière très spécifique. Ouais, de manière très spécifique. Je vais parler pour Mimosa, mais c'est vrai que chaque business est différent. Je pense que le coût d'acquisition côté agriconomique, que ce soit agriculteur, avec mon simple client finalement les agriculteurs, n'est pas le même que Mimosa qui intermédie à la fois des agriculteurs et des citoyens. Donc nous, on a deux clients. On a les agriculteurs d'un côté qui cherchent à lever des fonds. On arrive dans un marché aujourd'hui du financement participatif, en tout cas la finance alternative qui pèse 1,4 milliard en France. On est très loin du Royaume-Uni qui pèse déjà 7 milliards. Il y a eu le frein réglementaire, il y a le frein culturel. Les épargnants français aussi sont assez frileux. Donc c'est aussi une volonté pour nous de démocratiser cette nouvelle finance responsable qui apporte des rendements et des intérêts aux citoyens. Et on arrive en plus dans un marché, le financement de l'agriculture, qui est ultra dominé par une banque verte. Et pour qui c'est assez nouveau finalement pour des agriculteurs de diversifier ses ressources de financement. Donc il y a un gros travail de notoriété, de réseau de prescripteurs notamment. Donc nous on s'est rapproché des chambres d'agriculture, d'experts comptables, quelquefois de banques aussi pour prescrire nos solutions à destination des agriculteurs et puis faire de l'acquisition en ligne aussi. Les partenariats, du coup je fais juste parenthèse, les partenariats c'est la base pour grossir plus vite? En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. C'est assez peu héroïste dans un premier temps parce que c'est un monde aussi qui est assez complexe, assez politisé et qui prend du temps à convaincre et qui, avant que cela porte ses fruits, ça met du temps et l'échelle de temps pour un entrepreneur n'est pas forcément la même que pour ces grandes institutions. Mais aujourd'hui, ça porte ses fruits puisque c'est quasiment 30% des flux de projets qu'on accompagne. Donc accompagnement et acquisition en ligne, bien évidemment, par notre communication, par les canaux digitaux, entre autres. Et puis désormais aussi par l'épargne qu'on draine auprès des citoyens, acquisition des épargnants. Et là aussi, c'est une vraie source de cash burn pour nous, puisque vendre cette nouvelle classe d'actifs un petit peu
pleine de promesses sociétales où on peut financer un agriculteur directement, percevoir 3,5% sur le placement qu'on réalise. C'est nouveau, c'est du risque, c'est de l'évangélisation et la démocratisation. Et c'est une source de cash burn aussi importante pour nous, qu'on essaie de rationaliser pour investir les meilleurs canaux d'acquisition. Donc on a une double source finalement d'acquisition, à la fois les porteurs de projets. L'agriculture, c'est 3% à peine du crowdfunding en France. Le potentiel de marché est à 15%, donc notre ambition est forte pour que l'agriculture soit dignement représentée dans cette finance alternative. Et puis le sujet des plateformes, c'est que du coup, sur deux populations, si tu n'as que des projets, ça sert à rien. Si tu n'as que des mecs pour investir, ça sert à rien. C'est tout le défi. Dans le projet, dans le crédit, par exemple, si on a trop de projets et pas assez d'épargnants, les collectes durent un petit peu de temps et donc du coup, c'est pas un avantage compétitif par exemple par rapport à une banque. Si une collecte dure 6 semaines, 7 semaines, 10 semaines, c'est pas du tout un avantage compétitif. Si on a trop d'épargnants et pas assez de projets, on crée une frustration. Je me suis inscrit sur Mimosa, j'ai financé un projet, je mets 3 mois avant d'en retrouver un autre. C'est une frustration pour les épargnants. Donc l'enjeu pour nous est de faire grossir les deux à la même vitesse. Et c'est ce que je crois on réussit à faire, puisqu'aujourd'hui les collectes en moyenne en crédit durent à peu près une dizaine de jours sur notre plateforme, 10-15 jours. Moi j'aurais une grosse frustration si je ne donne pas la parole aussi à nos autres invités. Toi Philippe, ton sujet acquisition ? C'est à peu près la même chose. On passe énormément par des prescripteurs parce qu'il faut qu'on ait des gens qui relayent ce message de fond. Je crois que pour toutes nos startups, un des plus gros challenges, c'est l'évangélisation de ces nouvelles approches. Pour les agriculteurs qui ont leur propre machine, avoir sa machine, c'est un petit peu l'image de l'exploitation. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent se faire plaisir parce qu'ils veulent une belle machine. On a de la chance, on rentre avec une nouvelle génération qui aujourd'hui est beaucoup moins portée sur la propriété de la machine. Donc le fait de pouvoir faire, c'est beaucoup moins un problème que ça pouvait l'être avec les anciennes générations. Je parlais tout à l'heure des prescripteurs, on va parler des chambres d'agriculture, on va parler des centres de comptabilité, mais on va parler également des entrepreneurs nous-mêmes, ceux qui ont ces machines. Parce qu'on a essayé de s'assurer qu'on n'était pas juste une plateforme de mise en relation, mais qu'on leur apportait vraiment des solutions pour les systèmes de réservation en ligne, pour de la facturation automatique depuis leur téléphone mobile, alors qu'aujourd'hui, ils facturent 6 à 8 mois après les travaux, et un système de paiement en ligne. Donc ça, c'est des avantages. Donc on veut qu'eux-mêmes deviennent des prescripteurs de la solution. Très bien. On a un gros sujet qu'on a évoqué au début de cette table ronde et de cette émission, c'est la partie RH, qui est centrale pour bien gérer sa croissance. Et comment vous avez, notamment chez Winat, réussi à créer cette culture d'entreprise qui est très forte et qui permet d'attirer des nouveaux talents, de fédérer leurs énergies vers la mission principale de l'entreprise? C'est parti d'abord d'une vision. Toi, tu racontais ton histoire au départ avec tes associés. Moi, c'est aussi une passion personnelle, un mix de vision, de où on a envie de s'impliquer, où on a envie de passer les 30 ans qui restent. C'est l'environnement, c'est le respect de la nature, c'est faire vivre les agriculteurs, qu'ils arrivent à bien vivre de leur métier. Donc, c'est porter aussi une vision environnementale. Donc, c'est plus facile d'attirer des talents qui historiquement allaient dans la banque, allaient dans le financement, allaient dans l'immobilier. Maintenant, on veut du sens. Donc maintenant, je pense qu'il y a une recherche de sens un peu plus forte. Donc je pense que, en tout cas pour une société comme Winat, qui porte un certain sens et qui fait des paris forts sur l'avenir dans les solutions qu'on apporte, puisque nous aussi, on a un coût d'acquisition qui est très très élevé. Par contre, effectivement, les talents qu'on acquiert ou qu'on essaye de faire rentrer dans l'entreprise, on vend d'abord une vision, d'abord un challenge. Et la personne qui a envie de relever ce challenge, elle va peut-être faire un effort sur son salaire, elle va peut-être faire un effort sur ses horaires, sur les technologies qui sont utilisées parce qu'elle a envie de s'impliquer dans ce domaine. Même moi, chez Winat, je pense qu'on est moitié de personnes qui connaissent l'agriculture, d'autres qui ne connaissaient pas du tout l'agriculture avant de venir. Donc on a aussi réussi à faire venir des personnes qui ne connaissaient pas mais qui ont envie de s'impliquer dans cette transition agroécologique, environnementale, qui est en train de fortement impacter le monde agricole. Et l'envie de précision aussi, la nécessité d'être de plus en plus précis, de plus en plus temps réel dans les décisions qui sont prises. Paulin, j'allais dire pour la transition, maintenant c'est quand même sexy l'agriculture avec plein d'émissions, mais pas encore aussi sexy que la mode. Voilà, c'était pour ma transition. Je te laisse poser la question que tu veux. À vous, j'ai toujours été impressionné par toutes les valeurs que vous portez chez la Draft et surtout la manière dont vous aviez réussi à fédérer des talents et à trouver des clients et des égéries de votre marque. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à les accrocher, à les intéresser comme ça?
Ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment les valeurs de la draft qui permettaient à ces personnes d'adhérer à notre concept, parce qu'au-delà justement de l'image de marque dont je parlais, il y a tout ce qui tourne autour du vêtement et les process. On sait également qu'aujourd'hui, l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, et tout le monde réfléchit un petit peu à comment modifier sa manière de consommer dans le milieu de la mode. Donc la draft, justement, permet à la fois par son service et par ses collections capsules, d'apporter une solution nouvelle à ces personnalités qui justement souhaitent aussi communiquer sur la manière dont elles consomment au jour le jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, vraiment concrètement, le service, la draft? Alors la draft, le service la draft, vous nous contactez, on vient chez vous, dans vos armoires, on fouille avec vous les vêtements qui vous plaisent, dont vous n'avez plus l'utilité, mais que vous souhaitez encore porter. On prend vos mesures à la manière d'un tailleur classique. On discute de la modification du vêtement et vous repartez une semaine après avec un vêtement qui est neuf, unique et personnalisé. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver son armoire avec des nouveaux vêtements. Donc ça, c'est la première partie, c'est service la draft. Exactement. Et sur l'autre modèle que vous avez? En fait, on va T'es chercher... bien renseigné. Voilà. Il a dit, il a 2 modèles tout à l'heure. Voilà, c'est ça. T'as pas bien regardé le dessin. On va chercher des pièces vintage de qualité parce que les laines d'antan, parce que les matières d'avant étaient beaucoup plus nobles et on les retravaille justement pour en faire des vêtements plus actuels parce que la mode évolue à un rythme fou, mais la qualité des vêtements reste. Donc c'est ce qu'on propose à nos clients. Donc là, votre tenue aujourd'hui, elle est draftée. Exactement, je suis drafté, ouais, voilà, c'est ça, c'est un bel Mais exemple. c'est le costume de mon grand-père. C'est ça, c'est l'idée, c'est l'idée de pouvoir retravailler des vêtements. Un peu plus stylé que moi. Il a été retravaillé. Il est drafté, Oui, c'est le mot. Ils ont pris le costume de ton grand-père qui mettait pour rencontrer ta grand-mère au bal. Voilà. Et ils l'ont retravaillé totalement au goût du jour. Regarde, en retravaillant les dimensions qui fit parfaitement à ton corps d'athlète. D'ailleurs, c'est ma grand-mère qui l'applaudissait quand il a dessiné. Je vous propose, si ça vous va, de passer aux pitchers, aux visiteurs, tous sur vos sièges avec vos micros. Vous avez le droit de jouer. Ils vont avoir le même exercice que vous. On a le droit d'aller parce que c'est la fin, en plus 2-3 questions si on veut par pitcher. On en a beaucoup ou pas? Là, pour l'instant, on en a d'autres super motivés, mais après, ça va peut-être en motiver d'autres. Deux, c'est déjà pas mal. Allez, on accueille Chériette. Ah, des applaudissements, c'est super. Pardon, j'aurais dû combler peut-être à ce moment-là. Alors, écoute, c'est bien, tu as trouvé la craie, tout. C'est le moment du pitch en 30 secondes. On devine tous. Hein. Ouais. Un écureuil. Les roses sacrées déjà. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Une canne. Mon grand-père. Un grand-père. C'est le fameux grand-père. Un smartphone. C'est un site de rencontre pour grands-parents. Mieux relooké avec la draft. À rester à domicile. Alors, ce qui est bien, c'est que Mathilde a trouvé, je ne sais pas si elle savait, mais vous n'avez sûrement pas entendu. Je crois que tu as dit, c'est un outil qui permet d'apprendre aux seniors, on va les appeler comme ça, parce que les vieux, c'est pas très correct. Pars de la caméra, s'il te plaît. De mieux apprivoiser l'informatique. C'est exactement ça, c'est tout le principe de mon projet qui s'appelle d'ailleurs Mon Mets ton Aîné. micro. Ok, donc c'est exactement ça, c'est tout le principe de mon projet qui s'appelle Mon Aîné. Donc il est destiné pour les seniors et finalement c'est pour les aider à utiliser et appréhender tous les outils technologiques. Alors j'aimerais que tu assumes ta marque encore plus fort. Je ne l'ai pas bien entendu. Ma marque, elle s'appelle Mon Aîné. D'ailleurs, donc c'est Mon Aîné quand c'est collé. Donc c'est par rapport aux personnes âgées, c'est un nom fun pour définir les personnes âgées. Alors nous, on a des questions, mais alors les journalistes qui n'animent pas cette émission ont aussi des questions. Mathilde, ta question. On y va. En fait, je me demande comment vous faites pour communiquer auprès des personnes âgées qui sont donc dédigitalisées pour leur parler de votre marque. Comment vous faites? Son post Facebook, voyons. Alors justement, toute la difficulté est là. Donc concrètement, on s'adresse vraiment à des personnes, on va dire, qui sont acheteurs directement au magasin.
Donc par exemple, je parle des magasins, ça peut être, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais C'est pas un souci. voilà, par exemple. On leur demandera des sous à la fin de l'émission, donc ça nous aidera. Par exemple, moi, je suis aussi vendeur à la Fnac et finalement, je vends des appareils connectés, je vends des téléphones des personnes âgées et généralement, ces personnes, elles ont du mal vraiment à utiliser les smartphones et nous, en magasin, on ne peut pas concrètement les aider à apprivoiser les téléphones et donc derrière ça, proposer des formations directement aux personnes de manière à les aider à avancer. Maintenant, comment concrètement, ta question qui était donc comment on arrive à les avoir, concrètement, Plus près du micro. Ouais. Donc ça se passe directement à l'achat. Donc directement quand la personne fait son achat à la Fnac par exemple ou donc à l'intérieur du magasin, nous on propose derrière ça des formations en e-learning, donc directement sur internet, mais aussi en présentiel. Attends, t'as un deal avec la Fnac? Non. Ou tu le fais en tant que vendeur et tu places tes produits Non, justement, toute la difficulté est là. C'est-à-dire, moi, en tant que vendeur, je ne peux pas le faire. Mais concrètement, c'est pour ça que j'aimerais aussi le faire en parallèle, de manière à pouvoir... C'est lancé? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Soon, on se revoit dans un an en hyper croissance, chaud. on espère. Chaud. Ça marche. Salut, merci. Merci à tous. Merci. Bravo. Merci Chariot. On passe au suivant qui s'appelle Issam, c'est ça? C'est ça. Issam, si tu veux, on te libère le micro, on te le rend dès que tu as fini ton pitch. J'en profite pour dire au public, s'il y a des pitchers, des entrepreneurs qui ont envie de profiter de cette occasion pour rendre plus visible leur marque, leur futur projet, c'est le bon média. Tu disais? On a un agriculteur dans le public qui pourrait venir pitcher là. Ah ben on va voir. Attends, c'est le mec avec Agriconomie? Exactement. Tu parlais des RH, on va voir si les RH ils maîtrisent bien le discours. Attention, ça a démarré, pardon. Une famille. Décale-toi un tout petit peu pour la caméra. Tu vois bien, Kevin? Pas tout à fait. Tu es pile devant ton dessin, personne ne voit bien. Décale-toi un peu, voilà, 3/4. Par là. Voilà. Alors, c'est une famille, la Terre. Est-ce que c'est lié à l'adoption? J'essaye des trucs. Et les entrepreneurs, là, vous n'êtes pas très joueurs. Hein. Ils n'ont plus de micro, ils n'ont plus de micro. C'est un site pour organiser des voyages dans les différentes villes du monde, pour échanger un appartement avec... C'est Airbnb. Ah, c'est déjà fait. On me propose l'organisation de VG. Non? Bon, on a accepté les Dubaï, Marrakech et Barcelone. Normalement, il ne faut pas écrire. Hein. Écoute, on va te proposer un micro. C'est le moment du vrai pitch. La caméra est en face. Ok, alors en fait, c'est une. Tu colles bien le micro. Ah, plus proche, c'est bon là? C'est une plateforme web en fait qui met en relation directement les touristes avec les locaux. Donc ça veut dire que on s'est rendu compte avec un ami à moi. En fait, moi, je suis consultant dans sa boîte et associé aussi. Et on s'est rendu compte qu'en voyageant, on a voyagé un peu partout dans le monde, à Barcelone, on a voyagé un peu partout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait tous la même chose. Ça veut dire qu'on allait sur Internet, sur Google, et on tapait en fait quel spot, c'est quoi les meilleurs spots à faire dans la ville, où aller, quel rooftop, qu'est-ce qui est bien à faire dans la ville. Donc des centaines de questions liées au voyage. Voilà, plein de choses et qu'on posait directement sur Google. Maintenant, cette plateforme, elle permet en fait directement du coup de mettre en relation les locaux, du coup qui vivent déjà dans la ville et qui connaissent très bien la ville, avec les guides. On s'inscrit et ensuite on choisit, par exemple, si on aime bien les rooftops, on choisit la catégorie rooftop et il y a une personne qui va vous accompagner, qui va vous guider, et ce sera votre guide entre guillemets. Sauf que c'est une personne lambda comme toi, moi et n'importe qui. Voilà. Comment est-ce que tu rémunères les guides ou les personnes qui vont accompagner les touristes? En fait, c'est ton micro. C'est les touristes qui payent directement les guides, et nous du coup on prend un pourcentage sur ça. Il y a des concurrents? On a cherché, il n'y en a pas énormément. On n'a pas encore vraiment tout lancé, mais il n'y en a pas énormément. Et la plateforme, du coup, elle s'appelle Entrust Me. Voilà. Entrust Me. Comment vous choisissez vos guides? La question de la confiance est primordiale. Je répète tout ce que dit Mathilde et je rigole. Ça se passe un peu comme sur Airbnb ou Uber. C'est un peu comme toutes ces entreprises-là. On met les touristes, du coup, mettent des avis
sur ces guides-là et ça marche comme ça en fait à la confiance. Un peu comme tous les autres. C'est un peu l'ubérisation du guide en fait. Ok. Exactement. Paulin. Comment est-ce que tu vas faire pour concurrencer des acteurs comme Airbnb qui ont déjà répondu à cette problématique, notamment en proposant des excursions, des rencontres avec des guides, des activités directement aux voyageurs qui viennent réserver leur logement sur Airbnb? On a vu ça en fait, les excursions sur Airbnb, ça date pas il y a si longtemps que ça. Nous, mon ami, il y a TripAdvisor aussi, je crois, qui fait ça, qui si le je fait dis pas de aussi. conneries. Cette plateforme-là, elle existe depuis. Localers. Bah, finalement, il y en a des concurrents. Il y en a, Pardon, ouais. je te laisse répondre, Non, mais en fait, il y en a vraiment des gros quelques-uns, concurrents. Exactement. Mais après, nous, on n'est pas là pour forcément concurrencer. En fait, notre objectif premier, c'est vraiment juste d'atteindre une communauté. On n'est pas là pour devenir les leaders mondiaux, mais c'est juste d'atteindre une communauté. Quand on aura cette communauté, on essaiera d'atteindre une autre communauté. Mais on ne veut pas forcément viser le monde, mais petit à petit, on prendra notre place et voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on y va toujours en tant qu'entrepreneur, marche après marche, ce qui n'empêche pas d'avoir plein d'ambition. Merci à toi. Merci. Merci à vous. And Trust Me. Merci. Un dernier pitch pour la route. Monsieur Félix Berthaud. Ah mais oui, alors voilà, tu parlais des RH tout à l'heure. Félix Berthaud, ERL Berthaud, un agriculteur éleveur, mais également un collaborateur agronomie depuis maintenant presque 3 ans, qui est arrivé stagiaire chez nous et qui est maintenant manager d'une équipe commerciale, dont je suis très fier. Donc voilà, je voulais te laisser, soit pitcher agronomie pour voir si tu as bien compris la boîte dans laquelle tu bosses depuis 3 ans. la vision, voilà. Ou 2, est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu la vision que tu as pour ta ferme et pour l'élevage que tu reprendras sûrement dans quelques années après ton père? Ok, compliqué. Je vais Alors là, partir, soit tu fais plaisir à la famille, soit tu fais plaisir à ton patron, faut choisir. Je voudrais faire les deux. On va partir sur la famille. C'est un joli choix. Je te le prends. T'as tout ici pour effacer. Parce que comme je le répétais au démarrage de l'émission, il faut savoir que les agriculteurs sont vraiment des entrepreneurs à part entière. Et ce sont des fermes, mais ce sont des entreprises que doivent gérer, donc des chefs d'entreprise qui sont les agriculteurs. Et souvent avec une transmission familiale. Exactement. Qui se fait de moins en moins ou ça se ralentit Il faut qu'on pousse de plus en plus de fils d'agriculteurs à reprendre les fermes ou de filles d'agriculteurs à reprendre les fermes de leurs parents, mais également intégrer des nouveaux entrants qui veulent devenir agriculteurs. C'est extrêmement important qu'on ait du sang neuf également dans l'agriculture française. Alors pardon, tu as commencé à dessiner. Alors, j'entends digitalisation. T'as un micro, non? Il veut vendre des proposer produits un sur nouveau Internet. modèle effectivement à sa ferme. Tu veux vendre des produits de ta ferme en direct sur Internet? Là, tu nous dessines un bonbon? Un satellite. C'est un satellite. Tu veux vendre des satellites? Tu veux géolocaliser les agriculteurs. Ah oui, c'est une vision de la ferme. C'est une ferme connectée. Voilà. La C'est ferme plus ça. connectée. C'est quoi une ferme connectée? Une ferme connectée, aujourd'hui, c'est une ferme qui va utiliser tous les moyens digitaux qu'elle a aujourd'hui pour vendre, pour acheter, mais aussi, comme avec Winat, pour utiliser analyser tous les événements climatiques, par exemple. Ça va être la mise en relation avec d'autres entreprises, puisqu'on est une entreprise, mais toutes les entreprises travaillent avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, c'est hyper important de savoir s'entourer des personnes autour. Elle passe par là aussi, l'hypercroissance, d'ailleurs. Exactement. Et je rebondirai aussi après sur l'hypercroissance, parce que je peux témoigner en ayant vécu l'hypercroissance d'Agriconomie, mais également en faisant appel au grand public. Aujourd'hui, au cours de projet, faire appel au grand public via Mimosa, par exemple, peut aussi aider à redorer le blason de l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, on est quand même pas mal critiqué dans les médias sur tout un tas de points. Aujourd'hui, utiliser le grand public pour financer nos projets, c'est aussi une forme de très bonne pub pour notre métier, qui est un métier formidable. Qui est un métier formidable, pas facile. Après, tu parles des médias, j'imagine s'il y a des critiques, il y a peut-être aussi des choses à revoir, à améliorer, d'où l'intérêt de repenser aussi des modèles, des manières de faire, de s'adapter aussi à une consommation qui évolue aussi. Exactement, la consommation évolue. Je pense que l'agriculture n'avait pas bougé pendant très très longtemps.
elle commence à bouger, déjà depuis quelques années où ça commence à bouger vraiment. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur tout ce qui est communication. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont très fortes en marketing et peuvent nous vendre beaucoup de choses avec du marketing. En agriculture, on est très loin de ça. Mais vous avez le produit, parce qu'il y a des boîtes qui ont du super marketing mais qui ne vendent pas grand-chose. Exactement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a le produit. Aujourd'hui, avec un peu de marketing, on pourrait faire de l'agriculture française, surtout, qui est une des agricultures les plus responsables au monde, pourrait redorer le blason de l'agriculture française. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on fasse évoluer aussi notre modèle, en parlant environnementalement parlant, notamment. Je vous propose maintenant de nous retrouver après la coupure pub pour Agriconomie. Alors raconte-nous cette hyper croissance que tu as vécue en tant que collaborateur de Paulin. Alors moi je suis arrivé chez Agriconomie il y a 2 ans, donc je sortais d'école d'ingé agro. Donc je suis arrivé en stage de fin d'études. Quand je suis arrivé, on était 25 dans la société. Déjà pas mal. C'était quoi il y a 2 ans? Il y a 2 ans, on était 25. Et là, c'était... donc moi, j'étais au service commercial, mais j'avais des interactions vraiment avec tous les services. Il fallait savoir tout faire. Il fallait savoir aider n'importe quelle personne dans la boîte. Il y avait vraiment cet esprit d'équipe qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, mais il y avait vraiment cet esprit d'équipe. Vous êtes combien déjà maintenant? Aujourd'hui, on est 80 et on tend vers les 100, une petite centaine. Donc voilà. Vous arrivez à conserver cette ambiance d'équipe? Oui, complètement. Et je vais rebondir sur ce qu'avait dit Jérôme tout à l'heure. Les gens qui viennent chez Agriconomie, et notamment à l'époque quand moi je suis arrivé chez Agriconomie, je suis venu pour un projet, je suis venu pour une vision, et une vision que je partageais, que je partage toujours, et je suis vraiment venu pour ça. Donc voilà, je partage ce côté où comment acquérir des talents au sein de son entreprise quand on est en hyper croissance, c'est faire adhérer aussi ses futurs collaborateurs au projet. Eh ben merci à toi. Paulin, tu veux un petit mot de conclusion? Je voulais juste lui dire que c'est une belle déclaration. C'est un vrai talent. C'est un vrai talent qu'on a la chance d'avoir chez Agriconomie, qui se donne au quotidien pour nos agriculteurs. Donc je suis très fier d'avoir des gens comme Félix dans notre entreprise et dans nos entreprises en général. Eh ben, merci à toi, merci à vous 4, merci à tous ceux qui ont joué le jeu du pitch. On me fait signe depuis une demi-heure qu'il faut arrêter, donc il est temps de conclure. Merci à tous, on se retrouve demain, toujours sur Udoobis, toujours au Salon des Entrepreneurs. Merci. Merci.